Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans un autre cadre. Dans un cadre tout à fait nouveau. Le cadre, c'est l'émission que nous allons désormais appeler Éclairage. Vous allez vous habituer. Votre nouvelle émission à caractère éducatif destinée à l'affermissement de la cohésion nationale. Vous en comprendrez un peu plus tout à l'heure. Cohésion nationale dans un pays mené actuellement par beaucoup d'antivaleurs qui freinent son épanouissement. C'est notamment le non-respect de la loi et des vertus éthiques et même démocratiques. En effet, la synergie, l'unité nationale et la solidarité sont plus que jamais plus qu'impératifs si demain nous voulons un Congo prospère, donc un Congo bien développé où il fera bon vivre. Alors, ce soir, pour parler de cette notion très importante, nous avons fait appel à une personnalité, membre du gouvernement, proche collaborateur du président de la République. Merci d'être avec nous, Excellence. Vous vous appelez André Kabanda Kana, docteur à médecine, je crois. Votre figure n'est pas très familière chez la plupart de nos compatriotes, puisque vous êtes resté très longtemps à l'extérieur du pays, et plus précisément en Belgique. Et voilà qu'on vous découvre maintenant, et ce sera désormais une habitude. Est-ce que vous pouvez, c'est une question, j'aurais dû le faire moi-même, mais je préfère que vous puissiez vous-même, je vous laisse la latitude de bien vous présenter aux yeux de l'opinion, aux yeux de tous les téléspectateurs. Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation et surtout pour cette introduction qui nous met effectivement sur le chemin de ce que nous allons faire pour les jours, les semaines et les mois à venir. Pour revenir à moi-même, vous avez dit comment je m'appelle, donc André Kabanda Kana. Je suis médecin de formation. Médecin de formation. Docteur en médecine, chirurgie, accouchement, ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, où, après avoir terminé les études, j'ai été affecté à l'hôpital Ex-Mamayemo, qui est devenu l'hôpital de référence. J'y ai travaillé comme médecin pendant 7 ans, avant de partir en Europe pour une spécialisation. Les 7 ans, à l'époque, on nous disait que c'était le service civique, parce qu'il fallait faire le service civique avant de pouvoir envisager autre chose. Et donc, je suis allé en Europe pour une spécialisation qui a été complétée par une thèse de doctorat. Il s'est fait que, après ces cursus, j'ai dû me faire engager sur place, où j'ai travaillé comme médecin pendant plus de 20 ans dans une des plus grandes cliniques privées de la Belgique. Et vous parlez de votre spécialisation, Je suis spécialiste en médecine interne, néphrologie. La néphrologie, c'est une science très mal connue ou très peu connue. Oui, c'est une discipline de la médecine qui s'occupe des maladies rénales. Et donc, j'ai fait mon cursus complet en néphrologie et j'ai été engagé dans cette clinique privée où je travaillais comme néphrologue, chef de département, jusqu'à maintenant mon appel pour intégrer le gouvernement. Et évidemment, j'ai eu à côté de ça d'autres activités scientifiques. J'ai rempli d'autres missions scientifiques, des recherches, etc., avant de faire ce que j'ai eu à faire comme médecin chef de département. Évidemment, étant membre de la diaspora en Belgique, j'ai été aussi appelé à avoir des activités politiques à côté de mes activités scientifiques. En Belgique, où vous êtes resté plus de 30 ans. Voilà, j'étais membre de l'UDPS, où j'ai évolué dans les structures de base depuis la cellule, à l'époque c'était la cellule de Leuven. Leuven, c'est la ville flamande qui est voilà, l'équivalent de Louvain en français, donc chez les francophones. J'ai évolué depuis la cellule jusqu'au sommet de la pyramide du parti à l'extérieur, où j'ai été nommé par le feu président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire comme
président fédéral et représentant de l'UDPS au Donc Benelux. Vous êtes engagé au sein de l'UDPS à partir de la Belgique. Depuis ici déjà. J'étais activiste depuis les années 80, étant à Mamayemo comme membre de l'ordre de médecins. On a eu des échauffourages avec le régime de l'époque. Donc activiste déjà ici, et j'ai dû intégrer les structures officielles du parti à partir de la Belgique. Voilà un peu mon parcours. Donc j'étais représentant de l'UDPS au Benelux jusqu'à ma nomination par le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme membre du gouvernement et ministre près le président de la République. Alors, ministre près le président de la République, aujourd'hui, à côté de Félix Tshisekedi, à quel titre exactement et pour faire quoi exactement? Alors, en tant que membre du gouvernement, est-ce que c'est facile, un médecin, en fait, qui bascule directement dans la politique comme ça? Mais le basculement n'est pas brusque parce que, en tant que membre de l'UDPS, j'ai eu à côtoyer le président Tshisekedi pendant longtemps, que je considère d'ailleurs comme mon mentor et mon père spirituel. Donc j'ai côtoyé la politique depuis longtemps. Ce n'est pas un basculement brusque qui m'amène dans un domaine que je ne connais rien, non. Ouais. J'ai côtoyé la politique. Donc, il y a eu un moment de préparation. Tout à fait. Appelons ça comme ça. Oui, quand vous étiez encore en Belgique, en train d'évoluer dans les cellules de base. Exactement. Donc j'ai eu un apprentissage à la politique. Alors aujourd'hui, aux côtés du chef de l'État en tant que ministre près le président de la République, j'ai un certain nombre d'attributions. La première de ces attributions, c'est effectivement remplir toutes les missions que le chef d'État me confie. Donc j'ai fait des missions de représentation, si vous voulez. Il me confie des missions pour le représenter à différentes cérémonies. Et la dernière en date, c'est hier, la journée internationale de la jeunesse. J'ai été représenté, le chef de l'État, au Musée national. J'ai une autre mission qui m'a été confiée cette fois par le gouvernement, évidemment dirigé par le chef de l'État, c'est de faire le suivi des décisions du Conseil de ministres. Toutes les décisions du Conseil de ministres, on doit pouvoir faire un suivi, évaluation. Et ça, c'est une attribution qui m'incombe et je suis accompagné dans cette attribution par la ministre près le Premier ministre. Alors, il y a une attribution plus importante maintenant que je considère personnellement, et d'ailleurs c'est la raison d'être ici, c'est assister le chef de l'État dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Renforcer la cohésion et l'unité nationale. Alors, c'est quoi? Tout le monde en parle, tout le monde évoque. On parle de la cohésion nationale, sans laquelle le développement est possible. Qu'est-ce que vous pouvez vous expliquer l'essence de cette cohésion nationale? Qu'est-ce que vous entendez par là? La cohésion nationale peut être définie de différentes manières. J'ai épinglé quelques définitions pour pouvoir essayer d'expliquer un peu ce que c'est la cohésion nationale. La première définition parle de l'état d'une société, d'un groupe ou d'une organisation où la solidarité est forte, la solidarité entre les membres du groupe, membres de l'organisation, et les liens sociaux intenses. Ça, c'est la première définition. Pour les sciences sociales, on considère la cohésion comme un concept qui désigne l'intensité des relations sociales qui existent entre les membres d'une structure sociale. Donc, entre les Congolais, l'intensité des relations sociales qui peuvent exister entre nous, ça s'appelle cohésion sociale. Mais il y a une définition beaucoup plus large qui intègre des éléments qui nous paraissent aujourd'hui, qui me paraissent personnellement comme importants. C'est l'ensemble des processus individuels, collectifs, qui contribuent à assurer à chacun l'égalité de chance, d'où la notion de la fameuse méritocratie, l'égalité des conditions, les gens placés dans les mêmes conditions avec égalité de chance, c'est le meilleur
qui doit mériter la justice, surtout l'équité et l'accès aux droits fondamentaux, au bien-être économique, social, culturel, qui font que, ensemble, on doit construire une société solidaire et co-responsable. Il y a plusieurs notions intéressantes. Oui, d'accord. Alors là, est-ce que vous insistez sur la justice distributive également? Tout à fait. Tout cela, ce sont des éléments qui contribuent à la cohésion sociale. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas parler de la cohésion sociale s'il y a une inégalité de chance, si les revenus nationaux est mal repartis, si les richesses sont distribuées de manière tout à fait inégalitaire entre les membres de la société, s'il n'y a pas respect des droits des uns et des autres, si la justice n'est pas la même pour tout le monde, on a une justice à deux vitesses, si. Donc tous ces éléments qu'on considère comme les droits fondamentaux des personnes doivent être égalitaires et respectés de la même manière. En fait, c'est ça qui fait la cohésion sociale. Oui, alors la distribution des richesses, vous dites qu'il doit être les richesses qui doivent être distribuées de manière tout à fait équitable. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le chef de l'État, depuis son avènement au pouvoir, s'occupe réellement de cet aspect des choses? Paris n'a pas été construit en un jour. Et c'est pour cela qu'on donne 5 ans de mandat au président de la République. C'est pour que son programme puisse être étalé sur 5 ans. Répondre à cette question, est-ce que le président fait ça aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a personne qui peut réaliser tout son programme en l'espace de quoi? 1 an. C'est tout à fait impossible. La justice maintenant. Voilà, c'est ce que j'allais. On s'est trop plaint dans le passé et on continue encore à se plaindre. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses commenceraient à changer, mais la justice, c'est quand même une épine dans le pied de la bonne marche de ce pays. Mais avant de parler de la justice, j'aimerais quand même parler de travaux de 100 jours. Le programme de travaux de 100 jours a permis des réalisations tout à fait incontestables. Sur le plan sur le plan social, il y a la situation sociale de militaires, de policiers qui a visiblement changé. On a construit des maisons et on continue à les construire d'ailleurs pour les policiers, pour les militaires, parce que c'est une catégorie importante en tout cas de la population, parce que sans une armée bien entretenue, bien dans sa peau, on ne peut pas espérer avoir une paix. On ne peut pas avoir une sécurité. Il y a les routes qui sont en train d'être construites, refaites à travers la République. Les documents existent. Il y a beaucoup de réalisations dans le cadre de ce programme de 100 jours qui sont pour la plupart à caractère social. La gratuité de l'enseignement de base, ça, on ne peut pas dire que ça, ce n'est pas le social. Ça touche directement à l'ensemble de la population parce qu'aujourd'hui, les parents peuvent respirer parce qu'on connaît qu'il y a eu des enfants qui sont restés sans aller à l'école parce que les parents ne savaient pas payer les frais de scolarité. Et donc, ça, c'est des réalisations qui sont visibles. La justice, parlons-en. La justice, oui. Je pense que depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, on peut quand même dire, sans crainte d'être contredit, que nous sommes en train d'entrer dans l'état de droit de manière visible. Et la justice est en train d'acquérir son indépendance sans contestation. C'est la première fois en Afrique centrale, même, je dirais dans plusieurs pays du monde, où on voit les directeurs de cabinet d'un chef de l'État interpellés pour des méfaits, jugés de manière publique, avec une sanction à la clé.
je ne porte pas de jugement particulier là-dessus, mais on voit que cette justice a fait son travail. Il en est de même de la plupart des dossiers pour lesquels la justice est en train de travailler de manière tout à fait indépendante. Alors vous estimez que dans le futur, nous serons désormais pris en charge par une justice équitable, au profit de tout le monde, pas une justice des riches au détriment des pauvres. Oscar, je pense que cette question, ça doit être un souhait pour tous. Pour vous, pour moi, pour tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent. Nous devons arriver à cette justice qui est la même pour tout le monde. En commençant par le plus bas échelon dans la fonction publique ou dans, je ne sais pas moi, dans la société, jusqu'au chef de l'État lui-même. Parce qu'il l'a dit, je ne empêcherai pour rien au monde la marche de la justice. Et ceci est en train de se réaliser. Oui, c'est en train de se réaliser dans un contexte quelque peu teinté de beaucoup d'actes de corruption. Une corruption qui s'est répandue malheureusement, non seulement dans la justice, mais dans tous les domaines de la vie nationale aujourd'hui. Tout à fait. Ce pays a connu beaucoup de problèmes depuis longtemps. Depuis l'accession de l'indépendance, il faut avouer que la corruption dans ce pays, c'est un des fléaux les plus graves. Et ça, on ne peut pas dire que ça va s'arrêter demain, ça va s'arrêter dans 2 semaines, ça va s'arrêter dans 1 mois. Mais le plus important, c'est que le travail est déjà en train d'être fait. Parce que aujourd'hui, il y a une cellule qui a été mise en place, une coordination, une cellule qui va s'occuper de la corruption. Une cellule anti-corruption. Cette volonté-là, déjà, ça montre que on prend ce problème à bras-le-corps et qu'il faut combattre la corruption parce que, comme vous le savez, comme tout le monde le sait d'ailleurs, dans ce pays, c'est la corruption qui fait que l'État n'arrive pas à avoir les moyens qu'il faut pour sa politique. Ça crée encore les inégalités sociales dans la population. On ne peut pas parler de la cohésion sociale nationale sans combattre la corruption. Pourquoi? Parce que ceux qui se font corrompre, ils s'enrichissent au détriment des autres. Et donc, il faut absolument que les richesses puissent profiter à tout le monde de la même manière et selon les mérites de chacun. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, il y a une autre menace à la cohésion nationale. On n'y fait peut-être pas attention, mais en écoutant l'opinion, en lisant la presse et même les réseaux sociaux, on a tendance aujourd'hui à croire que c'est le retour du tribalisme aujourd'hui. Mais c'était une menace sérieuse. Est-ce qu'au niveau des dirigeants où vous évoluez, on a pris vraiment à bras le corps cet aspect des choses, le tribalisme aujourd'hui? Les tribalismes comme la corruption comme le tribalisme, ce sont des gangrènes dans la société. Parce que le tribalisme, c'est ça qui entraîne les divisions, qui entraîne la séparation entre les membres d'une société et à la fin, ça débouche sur des conflits parfois inutiles. Il est clair que le tribalisme est entré dans notre pays par le biais de la colonisation. Ce sont les colons qui nous ont appris à savoir qui est qui, de quelle tribu on est, de quelle région on vient. Et ça, c'est un mal qui tire ses racines très loin. Il est vrai que pendant les 32 ans du pouvoir du président Mobutu, d'heureuse mémoire,
Ce fléau a été combattu parce que, moi je me rappelle encore, j'ai fait mes études en commençant par l'Équateur, en passant par le Bandundu, en le terminant à Kisangani. Et je n'avais jamais entendu ce traitement réservé aux ressortissants d'ici ou aux ressortissants de là. Évidemment, vers la fin du régime de Mobutu, c'était devenu un élément qu'on a exploité à des visions, à des visées politiques pour essayer de s'aimer la zizanie séparée pour mieux régner. Mais aujourd'hui, vous êtes conscient qu'on est en train de ça continue malheureusement. Oui. Ça continue et on le voit dans plusieurs régions, les élans tribalistes qui sont en train de surgir. Je pense que dans le programme du président de la République et dans cette attribution qui est la mienne aujourd'hui, on ne peut pas recréer la cohésion nationale si on n'arrive pas à vaincre le tribalisme, si on arrive à vaincre le séparatisme, si on arrive à vaincre les clichés qu'on pose sur les individus. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Le Congo vient de quoi? C'est une mosaïque de tribus, de chefferies, des empires. Et on n'a jamais eu ces problèmes avant que la colonisation arrive. Et si nous pouvons tous aujourd'hui comprendre que nous n'avons que le Congo qui est notre patrimoine commun et que sans ce Congo, sans un travail d'ensemble, dans la cohésion, nous ne ferons jamais rien. Ce n'est pas en étant Mukongo ou Muluba que je vais construire le pays seul. Non. Alors, il y a également, nous sommes passés, vous avez dit, nous venons de loin, on a Kasavubu, Mobutu, les Kabila et consorts. Aujourd'hui, au-delà de cet aspect de tribalisme, il y a, si vous voulez, cet aspect de vengeance ou de règlement des comptes qui semble également prendre les jours, mais ce qui constitue un obstacle à la cohésion nationale également. Vous avez totalement raison. Je pense que notre classe politique, c'est aussi cet élément qui est à la base de beaucoup de fléaux, de beaucoup d'antivaleurs. Pourquoi? Parce que, au lieu de faire la politique qui se base sur des idéologies politiques, on fait la politique en manipulant le peuple. Et comme notre peuple a un niveau d'instruction qui est tout à fait bas, malheureusement, il faut le regretter, c'est une réalité. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Oui. Et que la misère, parce que la politique dans ce pays, la majorité de membres de la classe politique ne pensent qu'à l'enrichissement personnel. On fait la politique comme un raccourci pour s'enrichir. Et personne ne fait la politique en se posant la question fondamentale, je suis mis là par le peuple pour le servir. Qu'est-ce que je fais pour ce peuple? Non, on pense d'abord à soi-même. Et quand on ne sait pas obtenir rapidement ce qu'on espère avoir, on commence à manipuler les gens autour de soi. On commence à manipuler cette population. Malheureusement, vous le dites très bien, on exploite le peuple à partir de tous ces fléaux, c'est-à-dire l'analphabétisme, donc c'est un fléau qu'il faut combattre, la pauvreté, vous venez de le dire, la corruption, et tout ça, donc on exploite le peuple. Alors, est-ce que la cohésion peut être possible dans ces conditions? La cohésion est tout à fait possible en commençant par éradiquer tous ces antivaleurs. Tant qu'on n'arrive pas à éradiquer la corruption, tant qu'on n'arrive pas à éradiquer le tribalisme, tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre cette population, c'est vrai que son niveau de compréhension, il est bas, mais vous savez, à force de répéter quelque chose, même à un enfant, il finit par comprendre. À faire comprendre, quand on arrivera à faire comprendre à cette population qu'elle n'a que son pays comme patrimoine,
que son pays est bourré de richesses, que ces richesses appartiennent à tous les Congolais. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus avantageux, qui doit être plus riche que l'autre s'il ne le mérite pas. C'est la seule manière pour que ce peuple comprenne que nous devons nous mettre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ça. Nous ne pouvons pas vivre ensemble si nous ne nous entendons pas, même dans un foyer, même dans une famille. Et au niveau d'un pays, c'est encore plus large. Le vivre ensemble recommande qu'il n'y ait pas de tribalisme, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de manipulation. Et c'est seulement à cette condition-là que ces richesses serviront à être reparties de manière équitable. Docteur André Kabanda, c'est vrai, vous avez totalement raison, mais dans un pays où la classe politique est en train de s'étirer à boulet rouge aujourd'hui, dans un pays où la méfiance est perceptible du matin au soir, est-ce que la cohésion... Mais dans ces conditions, on ne peut pas regarder dans la même direction. Il y a toujours des coups bas, il y a des règlements des comptes qu'on sort aujourd'hui, mais dans ces conditions, depuis l'alternance, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses comme ça. Est-ce que cette cohésion est facile à asseoir dans votre pays? Je suis convaincu que cette cohésion c'est un but auquel on peut arriver. Et on y arrivera si tout le monde s'y met avec volonté et détermination. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons épinglé déjà les antivaleurs qui peuvent empêcher la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans un état de droit. Si cette justice est indépendante et fait vraiment son travail, vous verrez déjà qu'il y a beaucoup qui vont rentrer sur la bonne voie. Dès lors qu'il n'y a personne qui peut narguer la justice, qui peut faire des choses qui ne cadrent pas avec l'entendement commun, c'est-à-dire le respect, par exemple, de biens communs. Ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, il y a beaucoup de responsables politiques qui confondent la caisse de l'État, les biens de l'État avec le patrimoine personnel. Mais si cette justice nous permet d'arriver à ce niveau-là, où on doit respecter le bien commun, on doit suivre la voie qui est considérée comme juste, c'est déjà un début. Oui, c'est déjà un début, mais malheureusement, je ne sais pas si vous avez la même perception que moi, trop mettre en exergue la justice risque aujourd'hui de se faire apparenter à un règlement des comptes. Il n'y a que quelqu'un qui a quelque chose. Ce sont les politiciens que vous êtes. Oui, mais je crois que la justice ne veut pas dire la traque des individus. Non. La justice est là pour redresser les gens. La justice est là pour faire appliquer. Mais est-ce que tout le monde comprend les choses de la même façon que vous? Mais tout le monde ne peut pas comprendre de la même façon. C'est ça la différence dans la société. Nous sommes une mosaïque non seulement des tribus, mais des niveaux de connaissances différents. Et pour moi, la responsabilité de l'élite congolaise est là, tout engagée. Il appartient à ceux qui comprennent cela d'expliquer aux autres. Et ceci engage même notre système d'enseignement, notre système d'éducation. Au lieu de bourrer les enfants avec les notions qui n'ont rien à voir avec la réalité congolaise, on devrait revoir ce programme pour justement inclure dans l'enseignement ce que c'est la cohésion sociale, ce que c'est la cohésion, l'unité nationale. Quelles sont les antivaleurs qu'il faut éradiquer pour nous permettre d'avoir un vivre ensemble cohérent? Le patriotisme aussi.
Évidemment, le patriotisme, c'est une notion qui est un peu... C'est le fait de s'attacher à sa patrie. Donc, c'est évidemment... Quelqu'un qui est patriotique, rien ne l'empêche de faire en sorte qu'il soit dans une cohésion sociale tout à fait normale comme on le souhaite. Donc, le patriotisme, nous en avons besoin parce que beaucoup de nos compatriotes ne donnent pas l'importance à cette notion du patriotisme. On se comporte comme si on était étranger dans son propre pays. Alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui le président Tshisekedi peut se dire qu'il peut vraiment travailler facilement à mener ce pays au développement dans un pays où cette cohésion n'est pas encore en fait intériorisée par tout le monde aujourd'hui? Puisqu'il faut le dire, ce n'est pas un secret, nous sommes encore loin de tous ces vœux que vous êtes en train d'exprimer aujourd'hui. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon, surtout de la classe politique qui est diamétralement divisée aujourd'hui et qui se joue des coups bas actuellement là. Même au sein de la coalition, il faut le dire. Vous êtes au gouvernement, vous le savez, peut-être mieux que moi. Je crois qu'ici, il faudra qu'on reste peut-être dans le cadre de ce qu'on... L'objectif poursuivi, c'est d'amener les Congolais à accepter qu'ils doivent vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut un certain nombre de principes qu'il faut accepter. Parce que sans cette acceptation au départ, la peine est perdue. Le président de la République, parce que c'est la question que vous avez posée, il a une tâche lourde. C'est d'amener ce pays vers ce que lui pense. C'est-à-dire quoi? Vers une société développée, une société qui s'occupe de ses habitants, de sa population, une société dans laquelle le peuple doit se retrouver. Pas seulement... Et quand on dit peuple, vous êtes peuple, moi je suis peuple. Tandis que notre société jusqu'aujourd'hui donne de l'importance à la classe politique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup se précipitent à faire la politique. Je connais beaucoup de hommes d'affaires qui abandonnent les affaires pour être députés, pour devenir ministre. Puisque ça paye mieux. Voilà. Mais ça ne devrait pas. On ne va pas en politique pour être mieux payé. On fait la politique pour servir. Mais c'est ça la conception aujourd'hui chez nous, malheureusement. Mais des fois, on croit que dans la politique, on s'enrichit beaucoup plus rapidement. Le président de la République, dans ses sorties, il finit souvent par dire le peuple d'abord. C'est un peu sa vision politique. Le peuple d'abord, c'est ce que ce président et surtout le parti duquel il est issu considère que rien ne peut se faire sans le peuple. Et donc tout doit se faire en fonction du peuple. Mais le peuple, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont dans cette salle. Et donc si nous devons intérioriser, si nous devons réussir à intégrer ce principe de servir le peuple, je crois que on arrivera à faire beaucoup de choses. Et le président Tshisekedi est déterminé dans cette logique-là. Maintenant, il nous appartient, nous tous, qui l'accompagnons, tous les Congolais, de l'aider à aller dans ce sens-là. Parce qu'il n'est pas au pouvoir pour lui, pour ses intérêts, ni pour les intérêts de sa famille, mais pour les intérêts du peuple. Et il a cet enseignement depuis qu'il est alors, monsieur le ministre, ça, si je comprends bien, c'est un travail de longue haleine qui doit commencer depuis l'école primaire jusqu'au sommet. Mais vous avez entièrement raison. On ne dirige pas le pays pour le transformer en un jour. Non, il a entamé un chantier. Je ne suis pas sûr qu'il finira, que lui seul arrivera à faire de ce pays comme il rêve. Non, il passera le lambeau au suivant, mais pour autant que ce suivant reste dans la même logique.
Voilà la seule manière de développer ce pays, c'est de faire en sorte que le chantier qui est mis en place soit compris de la même manière par tous ceux qui sont en train de travailler sur ces chantiers. Sans cela, on va toujours de recommencement en recommencement. Et malheureusement, c'est ça qui est dans notre société depuis l'indépendance. Alors, docteur Kabanda, nous allons, je crois, terminer notre entretien. C'est un entretien introductif, il faut le dire, puisque nous aurons beaucoup de choses à développer dans le cadre de cette émission. La cohésion nationale, ça tient tout le monde à cœur, c'est le vœu de tout le monde, vous l'avez dit. Alors peut-être un appel à tout le monde, à la population, aux enfants, aux femmes, aux agriculteurs, aux menuisiers, à l'homme politique, un appel peut-être pour pouvoir s'aligner dans cette visée et arriver à mener ce pays au développement. Un court message, c'est de dire, sans cohésion nationale, sans unité nationale, sans la paix, il n'y a pas de développement possible. Et donc, si nous voulons que ce pays soit développé, si nous voulons que les Congolais profitent des richesses de leur pays, si nous voulons que les Congolais connaissent ne fût-ce qu'un début de bonheur quelque part, nous devons commencer par nous mettre ensemble, travailler ensemble, dans la cohésion, dans l'unité et dans la paix. Ceci est important parce que si nous ne le faisons pas, aujourd'hui il y a des menaces très sérieuses à cette cohésion. C'est quoi? Nous avons connu la première alternance démocratique au pouvoir en janvier. En Afrique centrale, je pense que nous sommes un des rares pays à avoir connu cela. Et les jaloux, il y en a beaucoup. Autour de nous, il y a beaucoup qui aimeraient bien garder le pouvoir indéfiniment et qui ont peur que la contagion ne se fasse dans leur pays. Et notre pouvoir est menacé de la déstabilisation aujourd'hui par beaucoup. Ce n'est pas tout. Nous avons les conflits aujourd'hui qui sont à l'Est essentiellement, mais aussi dans d'autres coins. Et ces conflits viennent de quoi? Ils viennent du fait que nos richesses sont convoitées par beaucoup. Je ne vais pas citer les pays ici. Nous avons aujourd'hui en Afrique centrale des pays qui sont devenus exportateurs de l'or, exportateurs du coltan, alors que sur leur territoire, ce sont des richesses qui n'ont jamais été identifiées comme y existant. Mais ce sont devenus des grands producteurs, exportateurs, cotés même en bourse. Alors que nous, qui avons ces richesses depuis des années, on ne nous connaît pas. Mais la menace la plus importante, c'est la balkanisation du Congo. Parce que demain, si on perd les provinces du Kivu, si on perd les Bas-Congo, le Congo n'existe plus. On appellera ça autrement. Mais ça veut la complicité des Congolais même. Évidemment, c'est toujours avec la complicité des Congolais. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire pour que cette complicité ne continue pas? C'est d'éduquer les gens en disant, nous n'avons qu'un patrimoine en nous tous, c'est le Congo. Nous n'avons pas autre chose ensemble. Rien que ce Congo-là. Et ce Congo, il est bourré de richesses qui doivent faire que nous ne soyons pas dans l'état de misère que nous connaissons aujourd'hui. Parce que nous avons les potentialités pour vaincre cette misère, vaincre cette pauvreté. Et donc nous avons intérêt à nous mettre ensemble dans la cohésion, dans l'unité, pour faire de notre pays peut-être l'Eldorado de l'Afrique centrale. Voilà, merci beaucoup, je vous dis sincèrement merci, monsieur le ministre.
Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette première émission qui sera bien entendu suivie de plusieurs de plusieurs autres émissions qui ne connaîtront pas nécessairement la participation de Dr André Kabanda, ministre près du président de la République, peut-être avec d'autres acteurs sociaux. Pourquoi pas. Merci. Nous vous fixons rendez-vous au deuxième numéro qui intervient très prochainement. Et c'est une question de quelques jours tout simplement. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Merci et au revoir à tous. Merci à vous.